Aujourd'hui, tout le monde, je veux vous parler d'un sujet dont on entend beaucoup, beaucoup parler ces dernières années, et pour cause, c'est normal. Et il touche à peu près, tout le monde. C'est le fameux, l'unique, le grand syndrome de l'imposteur. Vous connaissez absolument, c'est un sujet entre guillemets «très bateau» aujourd'hui, on en parle énormément et voilà, c'est, cette voix à l'intérieur de vous qui va vous dire que vous n'êtes pas légitime, que vous n'en savez pas assez, que les autres vont finir par se rendre compte que vous êtes un imposteur, que vos succès sont une question de chance, de hasard, de circonstances, mais alors certainement pas, de votre fait à vous. Et je veux vous en parler parce que, parce que je le vis aussi, hein, le syndrome de l'imposteur et voilà, moi je ne parle que de ce que je connais et que de ce que j'expérimente. Comme nous sommes nombreux, à l'expérimenter, je trouvais ça intéressant d'en parler aujourd'hui. On verra, si ça résonne pour vous ou pas et je le vis encore, hein, par moments et ce que j'observe, c'est vraiment que très, très souvent, les personnes qui vont être foudroyées par ce syndrome, de l'imposteur, ça va être les personnes, voilà, les créatifs, les entrepreneurs, les personnes, entre guillemets, «sensibles», qui travaillent ou qui veulent œuvrer dans un chemin qui va être, hors clou, qui en tout cas n'est pas balisé ou qui pour elles, pour ces personnes-là, sortent des cadres. Et moi j'avais vraiment une vision assez, intéressante sur ce syndrome de l'imposteur parce que j'ai beaucoup travaillé le truc, j'ai beaucoup, au cours des années observé, cette énergie, ce processus. Et finalement, il y a cette réflexion qui m'est venue que le syndrome de l'imposteur n'est peut-être pas uniquement un frein, mais peut-être aussi qu'il a quelque chose à nous dire et à nous montrer, à condition qu'au lieu de juste, pleurer sur le fait qu'il soit là, à condition que finalement on l'écoute et qu'on le regarde. Donc finalement, c'est quoi, ce syndrome de l'imposteur? C'est en tout cas une expérience humaine, extrêmement répandue et et même quand on y pense, c'est assez intéressant, je trouve, que l'on utilise ce terme de syndrome, parce que ça lui donne une connotation, pathologique qui, je trouve, n'est pas forcément juste, d'appeler ça un syndrome dans la mesure où c'est vraiment, universel. Le syndrome de l'imposteur a véritablement un caractère universel, tout le monde est sensible à ce phénomène-là, où on va douter de soi. Souvent en privé, hein, de son côté et on croit qu'on est le seul. On croit qu'on est les seuls à penser de cette façon et que personne d'autre, n'a des doutes, hein. On est très renfermés sur nous-mêmes et notre petite personne quand on est là-dedans et c'est ça qui est super, intéressant en quelque sorte, c'est qu'on va se croire, être seul à douter et pourtant autour de nous, tout le monde doute en silence en fait. Tout le monde doute et on voit les façades des autres, hein. On va voir leur, assurance apparente, leur, leur réalisation et on va comparer ça à nous, à notre, intérieur, à nos doutes et à nos propres coulisses en fait. Et c'est une comparaison qui est tellement inégale et injuste, mais on la fait quand même. Et le pire, c'est qu'on le sait. Et ça me fait sourire, c'est comme ce truc en anglais qu'on dit, «Fake it until you make it», donc qui est vraiment, voilà, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives, en fait. Donc je trouve ça assez drôle, ce principe-là, quand on est dans un sujet, voilà, de syndrome de l'imposteur. Et finalement, voilà, donc on va se sentir facilement comme un imposteur quand on travaille, voilà, ou quand on est dans des domaines où, par exemple, la performance est assez difficile à mesurer objectivement. Et je rajouterais, quand on est sur des chemins qui sortent des chemins conventionnels. Quand on ne peut pas se justifier avec
un diplôme particulier, une institution qui va valider une compétence, un résultat, qui va être, mesurable et encore, on peut avoir des résultats mesurables comme par exemple, être un entrepreneur qui a du succès, qui fait, à l'évidence beaucoup de ventes ou qui remplit des salles de conférences et cetera et pour autant quand même avoir un syndrome de l'imposteur bien sûr, hein. Le fait d'avoir des résultats ne protège pas complètement, de ça. Mais en tout cas, hem moi, évoluant dans un environnement, où très souvent, on va pas avoir de résultats facilement, en tout cas mesurables, de ce que l'on fait, va y avoir beaucoup de doutes et de stress vis-à-vis de ça. Parce qu'il y a rien qui va venir reconnaître finalement, la compétence ou, la qualité ou le travail que l'on fait. Et du coup, forcément, le doute, il a énormément de place à s'installer, comme en communication animale, bien que même en communication animale ou en énergétique, il peut y avoir à l'évidence des résultats concrets visibles, chez les humains comme les animaux, mais pour autant, ça reste quand même un environnement où, où le doute, il peut avoir beaucoup de place parce que ça n'est pas contrôlable, ni mesurable, en instantané, continuellement. Et donc voilà et donc dès qu'il va pas y avoir de validation institutionnelle ou de validation évidente, on va très vite, se sentir, comme étant un imposteur et c'est là où ce syndrome, il devient très, très, très bruyant et du coup, ça m'a beaucoup questionnée par rapport à ma propre expérience et c'est là où finalement j'ai commencé à observer le syndrome de l'imposteur un peu différemment que ce que je voyais partout et ce dont tout le monde parlait. Quand, quand j'ai commencé à développer ma pratique en communication animale, il y a plusieurs années, il y a très rapidement eu une question qui s'est, posée à moi pour vous donner un exemple, hein, de ça, de mon expérience. Je me suis très vite demandé à quel moment est-ce qu'on est légitime pour transmettre, pour, former d'autres personnes, pour oser finalement se dire, se positionner en tant que formateur, formatrice, guide, accompagnateur, accompagnatrice dans quelque chose. Et à l'époque et d'ailleurs, c'est toujours en général, la réponse que j'ai à ce type de questions, mais à l'époque notamment, voilà, ma réponse c'était: «Ah non, non, bah, pas maintenant en tout cas, pas encore, je suis pas du tout à la bonne place pour ça». Donc à cette époque-là, je pratiquais beaucoup, donc j'avais beaucoup de retours sur mes communications animales, j'étais très touchée bien sûr par tout ce que je vivais, je me sentais pleinement à ma place et cetera. J'avais, des retours, très parlants, des personnes qui me faisaient confiance pour des CA avec leur loulou, donc voilà, il y avait une évidence que je ne pouvais pas, refuser qui était que, ben, je faisais de la communication animale et que ça marchait et que c'était juste, extraordinaire et magique. Mais il y avait malgré tout, cette voix-là à l'intérieur de moi parce qu'il y avait des gens qui me demandaient, hein, de les former, mais je refusais tout le temps et donc je me demandais: «Mais qui es-tu, Léa, pour former les gens à ça, à la communication animale, en fait? Qu'est-ce qui te qualifie, toi, vraiment pour le faire?» Et si les gens réalisaient que tu apprends encore, toi aussi, que tu n'as pas atteint, la maîtrise parfaite de ce que tu fais? Bien que ça, pour moi, absolument, je le dis direct, en communication animale, la notion de maîtrise, n'existe pas et peut-être que j'en reparlerai. En tout cas, pour rester sur notre sujet, du coup, j'ai beaucoup attendu. J'ai beaucoup attendu et j'ai fait en sorte d'asseoir ma pratique, vraiment, en tout cas à mon niveau, selon là où j'étais, dans mon ressenti, pour prendre mon rôle de formatrice. Et honnêtement, cette décision, je la regrette pas parce que ça m'a permis de construire une pratique, vraiment fine et solide, au cours du temps. Je me souviens que beaucoup de personnes me disaient: «Mais Léa, mais si tu as autant de clients qui veulent être formés par toi, pourquoi tu les formes pas en fait? Tu pourrais voilà, gagner de l'argent, tu pourrais, commencer à avoir une renommée, tu pourrais, enfin voilà, il y avait toujours 1000 raisons. Mais en fait, non, je voulais pas, même si à l'époque, ben, je gagnais, très peu de thunes et que ça aurait été franchement bienvenu. Hem, Même si, l'idée de transmettre, ça me semblait intéressant, mais à l'époque, je ne m'en sentais vraiment pas assez à ma place et cetera. Malgré tous les côtés, entre guillemets, «positifs» qu'on aurait pu voir, je me tenais quand même à dire non, je ne voulais pas former parce que
Pour moi, former, ça en tout cas pour moi, hein, ça avait un rôle très important et former, prendre un rôle de formateur comme ça, de transmission après avoir appris ou fait un truc pendant 2, 3, 4, 6 mois, pour moi, c'était pas possible. Fallait vraiment que j'ancre le truc, beaucoup plus. Voilà, mais en fait, pendant longtemps, j'ai cru que si je faisais ça, que si je fonctionnais comme ça, c'était uniquement, dû à, un syndrome de l'imposteur. Que du coup, j'étais tout le temps en train de dire que non, avant de former, je veux avoir une pratique incarnée, une pratique fine. Je veux être capable d'accompagner les gens avec justesse, avec finesse, parce qu'accompagner des humains et avec les animaux et dans l'invisible et tout ça, ça n'est pas rien. Ça demande beaucoup de posture, de sensibilité, de discernement, de finesse de perception, de justesse dans l'accompagnement et cetera. Donc pour moi, il fallait que ça soit vécu, testé et éprouvé dans l'expérience, dans le réel, voilà, avant de former, largement. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une différence, une nuance très importante en fait là, entre le fait d'attendre d'avoir une pratique solide de mon côté, dans mon expérience, avant de transmettre la communication animale. Donc dans une posture, vraiment éthique et qui faisait sens pour moi et que moi j'ai choisi. Et que donc ça, c'était pas du tout la même chose qu'en fait de se laisser tout simplement paralyser par le doute qu'on retrouve avec le syndrome de l'imposteur. Et en fait, j'ai décalé ça par choix et par respect pour la communication animale, pour moi-même, pour les énergies et pour ce que je transmets. Et non pas finalement parce que j'aurais pas été assez bonne, même si d'une certaine façon, si, parce que quand j'ai assis ma pratique et que je me sentais vraiment là en posture de transmettre, bah, je me sentais en tout cas dans ma mesure à moi, mieux positionnée, meilleure dans ma pratique à ce moment-là que 2 ans auparavant. Mais en fait, le fait que j'ai attendu, c'est pas tant parce que je me sentis nulle et que je n'osais pas former ou transmettre, c'est parce que j'ai fait un choix de positionnement. Et il y a une différence fondamentale entre les 2. Il y en a une qui est une décision consciente et alignée et l'autre, hein, le syndrome de l'imposteur, qui est une prison. Et donc j'ai compris en fait que le syndrome de l'imposteur, enfin, ça avait essayé de me faire croire que j'étais dans cette deuxième situation, dans cette prison, alors qu'en vrai j'étais dans la première. J'étais dans un choix conscient et aligné. Et c'est ça qui est très intéressant et j'en viens à ce dont je voulais vous parler, d'amener, voilà, un point de vue un peu, peut-être différent par rapport à ce que vous voyez d'habitude sur le syndrome de l'imposteur. En tout cas, moi, je sais que, j'ai eu cette réflexion-là, que je me suis cheminée, vis-à-vis de mon expérience en analysant beaucoup, ma pratique et ma vie et parce que tout ce que je lisais sur le syndrome de l'imposteur me semblait pas assez complet, ça ne me parlait pas complètement et hem et donc il y a quelque chose que je trouve vraiment très intéressant avec le syndrome de l'imposteur, c'est que, finalement, on peut remarquer que le vrai imposteur, celui qui prétend être, ce qu'il n'est pas, celui qui va transmettre, ce qu'il n'a jamais incarné et on en voit vraiment beaucoup sur les réseaux, celui qui va guider des gens sur des chemins qu'il n'a jamais parcourus lui-même, souvent, cet imposteur-là, lui, eh ben, il ne souffre pas du syndrome de l'imposteur, en fait. Et il ne se pose pas la question. Il n'est pas là à douter de sa légitimité, pardon, il dort très bien la nuit, enfin voilà. Le syndrome de l'imposteur touche, tout type de personnes, finalement, en dehors des réels imposteurs qui, eux, ne se soucient pas tant finalement, de se faire démasquer ou non, parce qu'ils sont déjà en train d'incarner ce rôle de l'imposteur et ils le savent très bien. Donc ils sont pas là en train de se questionner. Enfin, pour ceux qui le savent. Après, il y a ceux qui vivent dans des réalités qui se construisent, mais ça, psychologiquement, c'est encore un autre sujet. En tout cas, c'est vraiment, une observation que j'ai faite et j'en parle souvent avec, mes élèves de ma formation Reliance Animale, ma formation en CA, quand ils viennent me voir et qu'ils me disent: «Mais ouais, j'ai le syndrome de l'imposteur» et cetera. Je leur raconte ça, que en fait, rien que le fait que vous doutiez est en soi, en fait, un signe que vous n'êtes pas véritablement un imposteur parce que le doute finalement, là-dedans, dans le syndrome de l'imposteur, ce doute, je pense, hein, en tout cas, là, aujourd'hui, selon où j'en suis, c'est la réflexion que je m'en fais et le ressenti que j'en ai.
que ce syndrome de l'imposteur vient d'un espace à l'intérieur de soi, d'un espace d'exigence, d'intégrité et malgré tout de respect pour ce que l'on fait et pour ceux avec qui on va le vivre ou le transmettre. Donc ça ne veut pas dire que tout doute, voilà, est bon à garder. Ça veut pas dire: «Oui, c'est bien, génial, le syndrome de l'imposteur est en train de prouver que tu es une bonne personne, c'est parfait, reste là-dedans». C'est pas du tout ce que je suis en train de raconter. Pas du tout, pas du tout. Faut pas partir là-dedans. Ça veut pas du tout dire que le syndrome de l'imposteur, il est sain et qu'il faut le nourrir, c'est pas ce que je raconte. Mais tout simplement que cette présence du doute et du questionnement, en fait, hem, ce brouhaha que l'on a à l'intérieur, de soi, quand il se manifeste, ce syndrome de l'imposteur qui va être très convaincant, bah, il reste vraiment du brouhaha et finalement, hem, puis en plus, voilà, le moins on va avoir de validation externe et le plus il va être là. Même si en vrai, ça n'est pas forcément juste pour tout le monde que ça, parce qu'il y en a qui vont avoir des validations, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui vont quand même être dans ce syndrome de l'imposteur. Mais c'est là que ça devient intéressant parce qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, il a finalement quelque chose à nous dire. En tout cas, moi, c'est ce que je m'en suis fait comme constat. Hem, Quand le doute de la légitimité arrive, enfin voilà, moi par exemple, je vais parler de mon expérience. Quand je vais douter moi de ma légitimité à transmettre ou à emmener des gens, et vivre des immersions en Afrique avec les animaux sauvages et tout, je vais avoir 2 lectures possibles. La première, ça va être que, OK, je ne suis pas suffisamment bonne, je devrais encore, attendre un peu, attendre un moment, laisser, cuisiner ça à l'intérieur de moi, gna gna gna. Donc là, c'est une lecture qui va être, «paralysante» entre guillemets, qui va nourrir, l'inaction. Et la deuxième lecture que je peux faire de ça, c'est finalement que ce syndrome de l'imposteur, il vient me titiller et me questionner sur mon alignement, en fait. Est-ce que je transmets quelque chose que j'ai vraiment vécu? Est-ce que je crée, fais ou parle à partir d'un espace à l'intérieur de moi qui va être éthique, juste, en tout cas selon moi et qui je suis? Est-ce que ma posture est honnête vis-à-vis de ce que je sais et de ce que je ne sais pas encore et que je continue d'apprendre? Et finalement, le syndrome de l'imposteur, quand je l'ai pris plutôt comme quelque chose à observer plutôt qu'à subir, je me suis rendu compte que ça m'encourageait à me poser vraiment des questions sur mes positionnements, mes choix, le ce pourquoi je voulais faire des choses et ce pourquoi finalement j'avais peur de les faire. Et ça m'a fait vraiment travailler et affiner un alignement intérieur assez important. Hem Et finalement, c'est ce qui m'aide à maintenir aussi une forme d'humilité et je trouve ça très intéressant parce que et d'exigence avec soi-même parce que, quand on va transmettre, enfin voilà, je veux dire, en tout cas moi personnellement, je prends ça très au sérieux, former en communication animale, accompagner les gens, communiquer avec les animaux, transmettre, emmener des gens en Afrique, et cetera, faire des voyages guidés en Afrique et tout. Tout ça, c'est vraiment je prends tout ça très sérieusement et justement le syndrome de l'imposteur, je l'observe et je me dis: «OK, mais en fait effectivement, il y a des doutes, il y a des peurs de pas être de pas être assez bonne, de pas être assez légitime pour ci ou ça et tout». Mais du coup, à quoi ressemble mon positionnement? À quoi ressemble mon axe? À quoi ressemble ma posture? Et en quoi c'est pas légitime, en fait? Et en quoi finalement ça l'est? Donc c'est super utile cette deuxième lecture et ça encourage à être humble envers soi-même en observant, bien sûr, que l'on n'est pas forcément, dans la maîtrise absolue dans ce que l'on fait. Pas toujours, alors qu'on se lance malgré tout. Par exemple, voilà, que ça puisse être pour former en communication animale ou pour emmener des gens en Afrique me concernant. Hem, j'ai pas 30 ans d'expérience dans l'un comme dans l'autre. J'ai attendu de me sentir prête personnellement et de me sentir assez solide pour pouvoir gérer ça au mieux et accompagner l'autre d'une manière juste et bien. Mais, à l'instant T, même si, j'ai moins d'expérience aujourd'hui que j'en aurai, dans 20 ans si je continue de faire la même chose, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je ne sois pas légitime, oh je vais y arriver, désolée. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je ne sois pas légitime pour le faire.
Et en fait, c'est pareil pour tout et ce syndrome de l'imposteur, il est juste paralysant quand on le subit comme un espèce de gros roc qui vient nous écraser, alors qu'en fait, je pense que si on va l'aborder plutôt comme, un encouragement à s'observer dans son positionnement et donc à la fois dans ce qui a de la structure, de la contenance en soi, mais aussi finalement ce qui est vide et ce qui est trop, instable, branque-ballant là. Donc si on le prend comme quelque chose qui vient nous permettre de nous observer, finalement c'est super utile pour soi. Ça nous permet aussi de pas prendre le melon là, de se calmer 2 minutes, de redescendre un peu sur terre et de mettre les choses à plat quoi. C'est pas parce qu'on n'est pas, le messie ou le ou voilà une puissance suprême que nous sommes pas légitimes à faire des choses et c'est juste normal de le reconnaître. Comme en communication animale, je dis tout le temps que je transmets et forme à partir de qui je suis aujourd'hui et je ne suis pas la même personne que je serai dans 10 ans, mais je ne suis pas obligée d'attendre cette future personne dans 10 ans pour commencer à œuvrer selon ce qui m'anime aujourd'hui. Dans la mesure où je fais les choses avec un positionnement qui va être éthique et juste et qui fait sens pour moi, bien sûr. Voilà, donc je trouvais ça très intéressant parce que je sais que le syndrome de l'imposteur est quelque chose qui torture beaucoup, 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 beaucoup tout le monde. Mais au lieu de le vivre justement comme une torture ou comme, quelque chose qui va venir vous freiner dans vos élans, dans vos projets, voyez-le plutôt comme une, proposition de remise en question sur justement la posture que vous avez simplement pour vous regarder et ensuite à partir de là, faire le choix de: «OK, effectivement, je ne me sens pas au niveau». C'est pas que je suis légitime ou pas, c'est que je ne me sens pas au niveau, je n'incarne pas suffisamment le truc ou peut-être qu'effectivement c'est pas le bon moment. Ou alors au contraire vous dire: «Ben, je trouve que j'incarne le truc, je trouve que je suis au niveau qu'il faut pour moi pour commencer à faire ce projet» et cetera. Voilà et finalement le syndrome de l'imposteur devient moins quelque chose que vous subissez, mais plus quelque chose qui peut tout simplement vous permettre de vous observer et après, bah, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Voilà, donc c'est vraiment un sujet intéressant et moi, par exemple, vraiment dans tout ce que je partage dans ce podcast, tout ce que je transmets dans mes formations, tout ce que j'accompagne et cetera, enfin, je le fais vraiment d'un espace de vécu. C'est passé par moi, je suis passée par là et cetera. Ce n'est pas du tout de la théorie, apprise et répétée, sans expérimentation, sans expérience et ça, c'est une exigence que je me suis moi imposée précisément, justement parce que ce syndrome de l'imposteur est venu me forcer la question, en fait. Est-ce que tu es vraiment dans ta posture? Est-ce que tu es vraiment aligné avec ce que tu transmets, avec ce que tu fais? Donc oui, il m'a fait freiner par moments. Ce syndrome de l'imposteur, il m'a amené, voilà, du brouhaha, dont j'aurais pu me passer, mais au final, il a aussi été ce questionnement utile sur ma posture. Donc la différence entre les 2, encore une fois, hem, entre le choix que l'on fait vis-à-vis de est-ce qu'on va prendre ce rôle ou pas, ou le fait de se faire écraser par le syndrome de l'imposteur, c'est pas du tout, la même énergie et finalement ce syndrome de l'imposteur quand il arrive, l'important c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le laisse nous paralyser? Ou est-ce qu'on va l'écouter, et pour du coup affiner, enfin quand je dis l'écouter, c'est pas lui donner raison, hein, c'est tout simplement porter attention au fait qu'il soit là, pour affiner notre alignement et ensuite on passe à autre chose. Voilà, hem et d'ailleurs, paradoxalement, c'est assez intéressant, mais quand on n'a pas confiance en son travail et qu'on s'inquiète beaucoup de ce que les autres pourraient en penser, souvent c'est parce qu'on veut en faire, notre maximum et qu'on veut faire au mieux, en fait. C'est souvent un signe plutôt d'engagement et d'envie de bien faire plutôt que d'incompétence et à partir du moment où on comprend ça, je trouve que la relation au doute, change, complètement et je voudrais continuer là-dessus. Il y a une croyance qui est, je trouve, vraiment hyper répandue autour de la légitimité et j'ai envie de la déconstruire. Hem, c'est cette croyance, cette idée, en fait, que la légitimité est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Voilà. Qu'il y a un moment précis où on va franchir un certain seuil, j'en sais rien moi, un diplôme, un nombre d'heures de pratique, une validation extérieure et cetera et qu'à partir de là, pouf!
on est légitime, c'est bon. Ce qui déjà n'est pas forcément vrai parce que je pense que vous avez remarqué ça aussi, les diplômes ou les certificats, peu importe dans quel domaine, sont très loin d'être vraiment, un justificatif de la compétence et de la qualité de la personne. Mais au-delà de ça, donc ce truc de croire qu'il faut être légitime au moment où on reçoit, une validation extérieure, là-dessus, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, en tout cas personnellement. Je trouve que cette croyance-là, qu'on soit on est légitime, soit on l'est pas, je trouve que ça entretient en fait le syndrome de l'imposteur, ça le nourrit. Parce que ça va déplacer, je trouve, le curseur en fait constamment vers l'extérieur. Il manque encore ceci, il faudrait ça, c'est pas encore suffisant, et cetera. Alors que selon moi, en tout cas aujourd'hui, dans ce que j'ai pu observer, la légitimité, elle ne fonctionne pas vraiment comme ça. Elle se construit. Elle se construit dans le temps, elle se construit par l'expérience, par l'incarnation de ce qu'on transmet, par la posture qu'on adopte, par aussi l'honnêteté avec laquelle on va reconnaître ce dont on est capable et ce dont on n'est pas capable, ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et donc la légitimité, elle se construit aussi dans le regard des gens qu'on accompagne, dans les retours qu'ils nous font, dans les transformations qu'ils incarnent et dans les confirmations finalement que ce que l'on produit, ce que l'on fait, a une valeur et peut apporter, quelque chose. Mais surtout, ce qui a vraiment tout changé pour moi, c'est que j'ai compris que la légitimité, elle se construit en agissant. Donc pas en attendant d'être prêt dans son coin, en espérant que ça nous tombe dessus de nulle part, mais en commençant à se mettre en route et en apprenant sur le chemin, en fait, vraiment, et en affinant au fur et à mesure, ce qui est complètement normal, encore une fois. Nous ne sommes pas supposés être linéaires, c'est normal d'avoir des temps de transformation et des temps de changement. Donc cette confiance que l'on attend constamment, elle ne tombe pas du ciel. Elle se construit par l'action, par l'expérience. On ne devient pas légitime en attendant, encore une fois, dans son coin. On le devient en faisant les choses, en se confrontant à soi-même, au réel, et en accumulant des expériences qui vont venir nourrir et aussi confirmer ce qu'on pressentait déjà, ce qu'on faisait, ou alors qui vont venir nous montrer qu'effectivement on a besoin de davantage développer ceci, de se perfectionner sur ça, et cetera, de plus travailler ceci, voilà. Donc et donc c'est terrible parce que je trouve que dans le syndrome de l'imposteur, il y a beaucoup, un paradoxe un peu cruel qui va nous dire d'attendre d'être légitime avant d'agir, sauf que la légitimité, la légitimité, elle se construit en agissant. Donc attends d'être légitime pour, agir, sauf que la légitimité vient en agissant. C'est une boucle, en fait. Et le seul moyen de s'en sortir, vraiment, c'est de prendre la décision consciente et alignée avec soi, de juste commencer à faire ce truc qu'on n'ose pas faire parce qu'on se croit illégitime, mais de le faire, bien sûr, dans la mesure où on estime que, c'est dans le respect de soi, dans le respect, de ceux qu'on va accompagner si c'est de l'accompagnement, voilà. Mais en tout cas, même si c'est pas parfait, même si on a des doutes, même s'il y a des zones d'ombre au tableau, eh ben, c'est pas grave de quand même, faire confiance à ça, en fait, que ça va être l'expérience qui viendra remplir ces manques. Parce que la légitimité, elle n'a l'occasion de se construire qu'à travers l'expérience. Même si je sais qu'il y en a qui se sentent très légitimes de faire des choses parce qu'ils ont un papier qui leur en donne l'autorisation, le droit ou la validation, ce qui personnellement n'a jamais été mon cas, malgré tous les certificats et les diplômes que je peux avoir. Et il y a des personnes qui vont s'en croire justifiées et légitimes, et pour autant, c'est pas pour autant qu'ils vont être bons dans ce qu'ils font.
Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment à prendre avec beaucoup de recul, toutes ces validations que l'on veut et que l'on souhaite voir chez l'autre pour valider d'une compétence. Pour moi, qu'il y ait diplôme, pas diplôme, c'est pareil, c'est l'expérience qui va vraiment venir façonner, cette qualité, cette compétence et cette légitimité. Et là, forcément, voilà, j'ai envie de dire quelques mots, pour les personnes alors j'aime pas dire les personnes sensibles parce que je ne veux pas f créer des étiquettes et exclure, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, certaines personnes. Mais en tout cas, dans ce que je vois, parce que voilà, c'est dans l'univers dans lequel, je suis, hem, enfin dans l'univers, je suis dans aucun univers en particulier, mais on va dire avec la profession que je fais et les personnes que j'accompagne avec la communication animale, énergétique et cetera, voilà, dans l'éveil personnel, intérieur et tout. Donc les personnes qui vont cheminer dans des pratiques intuitives, énergétiques, créatives et cetera, sont très souvent des personnes qui vont être en lien avec leur sensibilité ou en tout cas qui cherchent à l'être et ce sont des personnes qui vont percevoir beaucoup de choses, parfois avec quand même une certaine finesse et qui vont avoir un rapport au monde qui, souvent sort, des conventions. Et ces personnes-là, très, très souvent, ben, depuis l'enfance, elles ont reçu des messages, des critiques qui ont abîmé leur confiance en elles et voilà, leur confiance dans leur perception. Par exemple, voilà, les éternels, «Tu exagères, tu dramatises, tu es trop sensible, tu te fais des films» et cetera. Et à force d'entendre ça, eh bien, elles ont intégré, profondément qu'elles ne sont pas fiables, mais ça, j'en avais déjà parlé dans l'épisode de podcast, d'avant. Et ce syndrome de l'imposteur, pour ces personnes-là, ben, c'est souvent qu'elles ont l'impression qu'elles ne savent pas assez de choses, que, ce qu'elles perçoivent, n'est probablement pas réel. Donc c'est une blessure vraiment, qui va plus loin, je pense, que le simple doute de sa propre compétence. Voilà, j'en ai parlé, hein, sur l'épisode de podcast précédent sur l'intuition, de cette tendance à mettre de côté ce qui vient de soi et de le filtrer, voire même de le corriger avant même de vraiment lui laisser de la place pour exister. Et le syndrome de l'imposteur, lui, il se nourrit exactement de cette faille-là. Il va s'infiltrer par là, justement par cette faille où on a appris à ne pas se faire confiance. C'est pour ça que dans mon travail et à travers ma formation, reliance animale, c'est pour ça que je parle autant d'alignement et de posture personnelle. Je crois que les mots de posture, positionnement et axe doivent être les mots que je répète le plus dans ma formation et même en général, parce que la légitimité, par exemple, professionnelle, que voilà, selon le travail que l'on veut faire, pour moi, c'est indissociable d'une légitimité intérieure. Donc, par exemple, je sais pas, pour parler de communication animale, selon moi, on ne peut pas transmettre depuis un espace solide à l'intérieur de soi, en tout cas, à l'instant T, du mieux possible, si on n'a pas d'abord fait le travail de se reconnaître. Donc de se reconnaître, c'est-à-dire de reconnaître la valeur de ce qu'on perçoit, de ce qu'on a vécu et de ce qu'on a tout simplement à l'intérieur de soi, mais aussi de reconnaître que c'est pas un travail qui se finit, que c'est un chemin, en fait. Et donc pour moi, la légitimité, plutôt qu'être une question de oui ou de non, c'est une question de chemin, de cheminement. Donc ouais, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment un gros bruit de fond, quoi. Souvent, très, très convaincant, je vous l'accorde, mais fondamentalement, vraiment, c'est un gros bordel qui va venir freiner la prise d'expérience et nous maintenir dans un espèce d'entre-deux, inconfortable, quoi. Et je pense que le syndrome de l'imposteur ne disparaît jamais vraiment complètement. Moi, je vais pas vous promettre que, ouais, vous inquiétez pas, vous allez réussir à supprimer ça de votre vie. Moi, personnellement, voilà, même après des années, de pratique pour la communication animale, et des décennies, de dev perso et d'éveil intérieur et de travail sur soi et de shadow work et de tout ce que vous voulez, malgré tout, moi aussi, à des moments, je me demande, si je suis légitime pour ceci ou pour cela. Donc
même si ma relation a changé avec, le syndrome de l'imposteur et que j'observe, hem, aujourd'hui davantage ma posture et ce que je fais ou ne fais pas grâce à son arrivée au syndrome de l'imposteur plutôt que de le laisser m'écraser. Il n'empêche que je l'entends, que je le vois et voilà, aujourd'hui, je lui demande surtout ce qu'il a à me montrer et j'essaie de prendre beaucoup de recul et que même s'il est là et qu'il s'exprime et qu'il fait du bruit et qu'il me dérange et qu'il fait du bordel, ben, je continue quand même dans mon truc. Parce que j'ai vraiment compris que la légitimité, ça n'est pas une destination et c'est vraiment ça finalement, voilà, que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Ça n'est pas un état, je pense, hein, qu'on atteint et dans lequel on s'installe pour toujours. Ça, pour moi, c'est une illusion. C'est comme pour dire que, voilà, à partir du moment où tu as fait 1000 communications animales, tu deviens un communicant animalier parfait et tu resteras toujours parfait. Enfin, voilà, ben, tout ça pour moi, c'est aberrant. Hem, donc la légitimité, c'est plutôt une posture, en fait, que on choisit de commencer à prendre et de tenir jour après jour en restant honnête avec soi-même, en faisant les choses avec autant d'alignement que possible avec soi et en faisant confiance que l'expérience qu'on va accumuler va valoir quelque chose et va venir nourrir cette légitimité. Que bien sûr, après, on peut finalement, malgré tout, se sentir pas assez légitime, et cetera. Après, il y a beaucoup de choses à travailler autour de ça en soi par rapport et à conscientiser, hein. Voilà, par rapport à notre enfance, notre éducation, nos traumas, ce qu'on a vécu, et cetera. Mais encore une fois, le vrai imposteur, lui, il va pas forcément douter. Donc si vous, vous êtes là à vous poser la question sur votre légitimité, c'est déjà que vous n'êtes probablement pas, celui ou celle que vous craignez d'être. Hem, cependant, le syndrome de l'imposteur, il ne mérite pas votre immobilité. Vous pouvez avancer malgré lui. C'est comme ça que petit à petit, il finira, par se taire ou en tout cas le volume de sa présence va drastiquement, diminuer. Donc, tant que vous êtes aligné avec vous-même, que vous vous dites que vous avez, la compétence, le positionnement, l'espace, l'énergie, l'envie, de faire une chose et que si vous êtes dans l'accompagnement, le soin, le soutien, la formation et cetera, si vous pensez vraiment que vous avez ce qu'il faut, en tout cas aujourd'hui dans votre mesure pour, ben, pour faire ces choses-là, pour œuvrer pour l'autre et cetera, et ben, OK, alors lancez-vous et puis cette légitimité, elle va se construire avec l'expérience. N'oubliez pas qu'il y a personne qui va vous dire, si vous êtes légitime ou pas de faire quelque chose, malgré vos diplômes ou les attestations que vous pouvez avoir ou les validations extérieures. Parce que malgré tout, ce qui va faire votre positionnement à l'intérieur de vous, votre compétence et votre légitimité, c'est vraiment, je pense, de toute façon, votre expérience dans le réel, dans le concret, sur le terrain. Voilà. Voilà, voilà. Merci de m'avoir écouté. Fou pour ce long épisode, jusque-là. J'ai pas mal bafouillé, lors de cet épisode, excusez-moi. Merci en tout cas d'avoir été là et de m'avoir écoutée et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, me partager ce que vous avez pensé, ressenti du podcast, de cet épisode de l'Instinctiva Podcast et voilà, de mettre une petite note sympa si ça vous a plu et n'hésitez surtout pas à partager si c'est un message qui vous parle et que vous pensez ça pourrait aussi parler à vos proches et à votre entourage. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.